Fabienne Brugère, bonjour. Nous allons commencer par, j'allais dire une belle notion, mais qui est, si je puis dire, votre notion, qui est celle de féminisme. Je vais partir d'un paradoxe en vous citant, qui est très simple. Dans un de vos livres, vous écrivez « On analyse la théorie féministe, le post-féminisme, les études de genre ou les théories queer, mais réfléchir sur les femmes, sur leurs relations avec les hommes, c'est rare. » Ça, c'était dans votre livre « On ne naît pas femme, on le devient ». Deuxième point, dans votre livre qui vient de paraître, « Le peuple des femmes », là, on assiste véritablement à un tour du monde féministe, avec grande diversité des mouvements féministes dans le monde entier, en Afrique, en Bolivie, en Pologne, dans le sud, dans le nord, etc., etc. Donc, je voudrais mettre en parallèle, si je puis dire, la première remarque qui concerne votre livre, disons, plus personnel, l'insistance sur l'idée de persévérer vers un féminisme centré aussi sur les relations des femmes avec les hommes, et d'autre part, ce vaste champ que vous établissez avec ce peuple des femmes qui est, si je puis dire, véritablement extensif. Oui, alors, le féminisme, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'évolution philosophique sur ces 30 dernières années, c'est la manière dont on a oublié le point de départ, je dirais le point de départ qui était le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui était vraiment la tentative d'expliciter la construction culturelle de l'oppression des femmes. Et j'ai toujours trouvé ce livre de 1949 particulièrement percutant pour pouvoir poser aussi les conditions de possibilité d'une émancipation des femmes. Et puis ensuite, je dirais que dans le registre de la théorie féministe, il y a eu bien sûr le très beau livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, mais en même temps, Trouble dans le genre, c'est un livre qui pousse un peu la limite du questionnement sur le genre en disant finalement, est-ce qu'il y a vraiment un sujet femme? C'est pas si sûr que cela. Alors après, Judith Butler est revenue sur Trouble dans le genre et a quand même vraiment posé la nécessité d'une analyse politique des sujets vulnérables dans lesquels précisément les femmes ont leur place en tant que sujet précaire. Mais il me semble qu'il y a eu un contexte, plus général d'un féminisme, on pourrait dire culturel, ou même on en arrivait finalement à douter du terme même de féminisme, où on ne parlait plus que de genre, où on ne parlait plus que de queer, et où parfois on oubliait le sujet femme. Et il m'a semblé que à partir de ce qui s'est joué dans les années 2010, 2015, 2020, et puis bien évidemment aussi dans la double séquence de MeToo, qui a été médiatisée en 2017 avec les accusations contre Harvey Weinstein, mais en fait MeToo, ça commence 10 ans avant avec Tarana Burke dès 2007. Il me semble que ce qui est revenu sur le devant de la scène, c'est la question de l'émancipation des femmes et des mouvements féministes partout dans le monde, avec aussi des luttes qui commencent à tel ou tel endroit, dans telle ou telle région du monde, et qui après, par les réseaux sociaux, par les moyens de communication rapide, se diffusent à tel ou tel autre point du monde. Et donc, voilà, cette idée que les femmes sont un sujet politique me semble aujourd'hui extrêmement actuelle. D'accord. Alors, pour repréciser ma question, pour l'articuler, quand vous dites « il faut inventer un féminisme nécessairement ordinaire » dans le premier livre, c'est là que vous rejoignez le second livre, Le peuple des femmes. C'est-à-dire, finalement, l'illustration de ce féminisme ordinaire se trouve dans Le peuple des femmes. Donc rappelons la date, Le peuple des femmes, ça vient de paraître
Nous sommes printemps 2022 et on ne naît pas femme, on le devient, c'était 2019. 2019. Alors, c'est vrai que il y a dans On ne naît pas femme, on le devient. Donc, ce que j'ai vraiment posé, c'est la nécessité d'un féminisme ordinaire. Mais cette question du féminisme ordinaire, j'ai voulu la croiser avec ma propre expérience. Pas seulement la mienne, hein, celle aussi d'autres femmes, celle aussi de certaines réflexions féministes, celle aussi de pratiques féministes. Mais j'ai voulu y intégrer aussi ma propre voix, selon l'idée que quand on réfléchit sur le féminisme et qu'on est une femme, ben on réfléchit aussi à partir de soi, de sa propre situation, parce qu'aussi tout savoir est situé. Et donc le projet d'un féminisme ordinaire, c'est de dire aussi le rapport au féminisme commence avec l'expérience que l'on fait soi-même aussi de cette oppression et de la manière dont on est dans une situation où se croisent des formes de domination. Et donc, cette possibilité du féminisme ordinaire, on la retrouve bien évidemment dans le peuple des femmes. Parce que les pratiques féministes dans le monde, eh bien, elles sont liées à des oppressions, on pourrait dire quotidiennes, ordinaires, répétées. Et effectivement, le lien se fait bien par ce prisme. Ce que j'aimerais juste préciser, c'est ce qui concerne la notion de femme. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Parce qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire une analyse de ce que l'on appellerait la femme, qui renverrait à une nature des femmes, à un éternel féminin. C'est pas du tout ça. Le propos, c'est vraiment d'analyser les situations des femmes dans le monde, qui ne sont pas toutes les mêmes, hein. Il y a d'ailleurs des femmes pour lesquelles on peut poser une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire où se croisent plusieurs handicaps. Le handicap de la pauvreté, le handicap de la couleur de peau et le handicap du genre. Mais ce à quoi je tiens vraiment, c'est le fait que d'abord femme se dit toujours au pluriel et qu'il y a bien évidemment différentes situations d'oppression, mais qu'il y a malgré tout une oppression commune à toutes les femmes. Il y a les deux à la fois. Et la deuxième chose à laquelle je tiens, mais qui est d'ailleurs déjà présente dans On ne naît pas femme, on le devient, c'est que femme est toujours à comprendre avec un plus. C'est-à-dire que c'est bien sûr les situations des femmes, mais ça s'ouvre à d'autres situations de vulnérabilité ou de précarité ou de formes de lutte pour l'émancipation qui peuvent être celles des personnes trans, qui peuvent être celles de lutte aussi anticapitaliste, qui peuvent être celles de lutte écologique, qui peuvent être celles de lutte justement en faveur de sexualité qui ne soit pas seulement la sexualité hétérosexuelle. Alors, vous avez raison de mettre des femmes, disons, au pluriel en fonction de leurs différentes situations et surtout en fonction du pays où elles habitent. Mais j'ai du mal à comprendre quand même, il existe un écart absolument incroyable, enfin des degrés d'inégalité incroyables entre les femmes décrites par Denis Mukwege, ce médecin congolais dans la force des femmes, qui lui-même est obligé, disons, de rompre avec la tradition familiale, patriarcale, pour pouvoir, puisqu'il raconte très précisément, vous savez, le fait que tant de femmes africaines doivent avorter si elles ont 2 filles, parce que on attend absolument un garçon. Tant de femmes africaines sont contraintes de subir le fait qu'elles n'auront jamais d'héritage, qu'elles ne seront jamais chefs de famille. De même, vous prenez l'exemple d'une tribu bédouine très belle, disons en Égypte, où les poèmes et chants vont en quelque sorte faire obstacle
à leur position d'infériorité. Bon, tout ça pour dire, entre ces femmes-là, disons d'Égypte, ou ces femmes africaines du Congo décrites par Denis Mukwege, qu'il connaît très très bien, il y a quand même de grands écarts. Et parler de transnationalité, est-ce que c'est pas un peu trop idéaliste parfois? Alors, en fait, dans le peuple des femmes, ce qui a été vraiment pour nous fondamental, c'est de découvrir en tout cas l'inventivité des féminismes du Sud. Sans doute que cette inventivité des féminismes du Sud, que l'on peut tout aussi bien retrouver en Argentine qu'en Inde, oui, en Argentine beaucoup, ou ailleurs, sans doute que cette inventivité des féminismes du Sud est sans doute liée justement, effectivement, à des situations d'oppression qui sont jugées et qui sont perçues comme étant particulièrement insupportables. Et donc, à ce moment-là, précisément, ces mouvements s'organisent collectivement. Ils entrent aussi dans une temporalité. Quand on pense à l'Argentine, on peut très bien vraiment tenir la thèse, c'est ce que fait d'ailleurs Veronica Gago, que les femmes de la place de Mai qui venaient manifester pour leurs fils disparus ont sans doute valu comme finalement celles qui ont permis ensuite les mouvements féministes de Ni Una Menos liés au féminicide ou les mouvements féministes pour promouvoir un avortement libre et gratuit. Bien sûr qu'il y a des endroits dans le monde où la situation des femmes, elle est beaucoup plus insoutenable qu'ailleurs, ne serait-ce déjà que quand il y a aussi des situations de guerre, ne serait-ce que quand il y a des situations d'apartheid sexué, comme c'est le cas maintenant en Afghanistan, mais il n'en reste pas moins. Et je crois que ça, c'est l'un des acquis des féminismes de ces dernières années qui ont vraiment relancé l'idée qu'il y a malgré tout un système patriarcal partout dans le monde qui est quand même une organisation systémique de l'oppression des femmes. Et ça, on peut en donner un certain nombre d'exemples et on peut d'ailleurs là-dessus penser aux analyses de Silvia Federici et du coup introduire aussi toute la perspective du capitalisme et du fait que la mondialisation capitalisme est aussi une forme de fabrication de l'oppression des femmes par le biais de violence à l'égard des femmes. Alors on peut en donner plusieurs exemples qui valent aussi pour nos pays. C'est-à-dire que la manière dont dans des pays dits riches, les femmes sont asservies à ce qu'on peut appeler la double journée, c'est-à-dire la manière dont une partie des activités dites féminines comme les activités domestiques ne sont pas rémunérées, la manière aussi dont les métiers de soins, quand ils concernent les tâches corporelles qui sont des métiers féminisés, sont aussi très peu reconnus et très peu rémunérés, c'est bien une violence à l'égard des femmes. Et bien plus encore, les féminicides. On est quand même dans des pays où les femmes meurent sous les coups de leurs compagnons de manière régulière. On peut aussi citer les travaux de l'anthropologue Rita Segato qui ont concerné la frontière entre le Mexique et les États-Unis, cette ville de Ciudad Juárez, où précisément régie par les narcotrafiquants, régie par des formes très illégales du capitalisme, et où précisément les femmes sont assassinées, où les violences contre les femmes sont énormes. On peut aussi convoquer tout le système aussi de la prostitution des femmes et de l'asservissement des femmes dans la prostitution. Quels sont les pays où il y a le plus de féminicides? Vous le marquez, c'est pas l'Argentine? Il y a énormément de féminicides en Argentine et effectivement l'Amérique du Sud est vraiment l'une des régions du monde où on compte, du point de vue des comptages, le plus de féminicides. Et d'ailleurs,
le mouvement argentin de Ni Una Menos s'est largement structuré autour des féminicides. Donc il y a aussi cette idée que le capitalisme mondialisé fabrique aussi des formes spécifiques d'oppression des femmes et des formes spécifiques de vulnérabilisation des femmes, tout comme il vulnérabilise aussi d'ailleurs d'autres populations. Est-ce que vous diriez que votre féminisme, enfin tel que vous le défendez ici, renoue avec une forme d'universalisme? Je préfère le terme d'universalité à celui d'universalisme. Parce que quand on dit universalisme, on fait comme si l'universalité était déjà définie, qu'elle était un processus, un rouleau compresseur, et qu'il fallait que tout d'un coup tout se plie à une norme. Je préfère dire qu'il y a une universalité de l'oppression des femmes, parce que précisément il y a partout dans le monde un système patriarcal plus ou moins dur, plus ou moins précisément, comment dire, je veux dire voilà, plus ou moins dur, avec des formes spécifiques, avec des pays bien évidemment où les femmes circulent beaucoup plus librement que d'autres, mais il y a toujours cette souche du système patriarcal. Donc en ce sens-là, il y a bien une universalité de l'oppression des femmes, ce qui ne veut pas dire que la situation des femmes est la même dans toutes les régions du monde, ce qui ne veut pas dire que les femmes connaissent toutes les mêmes types d'inégalités. Est-ce que vous avez regardé à l'occasion de la Journée internationale des femmes les vidéos gouvernementales qui étaient uniquement faites à partir de petits portraits d'hommes qui énonçaient leur désir, évidemment, d'être auprès des luttes féministes? Je les ai pas regardées. Vous avez entendu parler? Un petit peu, mais je crois que sur les questions de féminisme, on se situe dans une réflexion qui consiste à dire aujourd'hui que le féminisme des mouvements est beaucoup plus intéressant que le féminisme d'État. C'est-à-dire que... C'était la question que je voulais vous poser. Voilà. Vous l'avez devancé. C'est-à-dire que on voit bien que du point de vue des politiques publiques, on est un peu un bout de souffle. C'est-à-dire que les femmes ne voient plus réellement les bénéfices des politiques publiques. Ça ne veut pas dire que les politiques publiques ne sont pas utiles. Elles sont bien évidemment utiles. Mais précisément, elles ne suffisent pas. Et comme elles ne suffisent pas, eh bien depuis plusieurs années, il y a de plus en plus un féminisme de mouvement qui rejoint d'ailleurs d'autres luttes. Les luttes pour l'émancipation des femmes rejoignent les luttes pour le climat, elles rejoignent les luttes anticapitalistes, elles rejoignent les luttes justement des personnes trans, elles rejoignent des tas de luttes. Et donc, de ce point de vue-là, nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'analyse de ces pratiques féministes partout dans le monde. Les féministes ont fait entrer la politique dans la chambre à coucher. Ça, c'était un slogan plutôt des années 70. Que diriez-vous aujourd'hui, en 2022, de ce slogan ? Il est plus d'actualité que jamais. C'était le fameux slogan qui a d'ailleurs été d'abord trouvé côté nord-américain, The personal is political, le personnel est politique ou le privé est politique selon la manière dont on le traduit. Alors bien évidemment, dans les années 70, c'est beaucoup lié à la fois du côté du MLF et aussi en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. C'est beaucoup lié à la perspective de la revendication d'un salaire des femmes, en particulier dans les activités domestiques. Je crois que les choses sont assez différentes aujourd'hui. Je crois qu'on a repris de manière très forte
à partir aussi de ce qu'on appelle les éthiques et les politiques du care. On a repris beaucoup cette perspective des activités invisibles, des activités de soins invisibles, mais on les pense un peu autrement. C'est-à-dire que les revendications aujourd'hui ne sont pas tant celles d'activités qui doivent être à tout prix rémunérées, parce qu'après tout, ça peut renforcer les différences de genre finalement. Elles sont avant tout des revendications sur la possibilité de changer la conception du travail et de faire précisément que des activités qui n'étaient pas considérées comme un travail se nomment dorénavant travail. Et donc on dit travail domestique. Et quand on dit travail domestique, eh bien on pense aussi derrière à tous ces métiers qui ressemblent au travail domestique, qui sont des métiers de soins, et on pense du coup la possibilité que la société s'organise autrement entre entre ce que l'on appelle les activités productives et puis ce que l'on appelle les activités de la reproduction sociale. Et donc, il y a une vraie demande de changement de la conception du travail et de reconnaissance des activités qui, d'une certaine manière, maintiennent les forces de vie, qui, d'une certaine manière, valent comme un soutien des individus dans leur vie. Sur AOC récemment, avec Guillaume Leblanc, vous avez écrit un article à propos de la guerre en Ukraine et vous évoquez évidemment la place des femmes dans cette guerre. 15% des femmes, bon, il faudrait vérifier le chiffre, sont soldates, disons après les femmes kurdes ou d'autres pays que l'on avait vu combattre. Ça vous inspire quoi, vous, j'allais dire, philosophe non pas des rives de la Seine, mais disons de la rive ouest de l'Europe, ces femmes guerrières? Déjà beaucoup de modestie, c'est-à-dire de ma part, c'est-à-dire que ces femmes, on n'a pas tellement de leçons à leur donner. Ça, c'est la première chose. Et donc, on n'a pas à penser, en tout cas, le féminisme à leur place. La deuxième chose, c'est que ça m'inspire un immense respect parce que je trouve ça incroyable qu'elles traversent des situations particulièrement difficiles et être capable comme ça de sortir des stéréotypes de genre qui, en plus, en temps de guerre, à mon avis, sont quand même toujours renforcés parce qu'on le voit bien quand même. Les images dominantes qui nous viennent aujourd'hui de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, ce sont quand même toujours des images très masculinistes. Masculinistes déjà, la Russie se présentant comme étant justement la force face à une Ukraine qui serait beaucoup plus petite, vulnérable, etc. Et puis, à l'intérieur même toujours des traitements des guerres, on met toujours en avant l'armée, les hommes, les héros masculins, la force, le fait que les femmes, et cela dit c'est vrai, sont souvent dans des situations de bien plus grande vulnérabilité, puisqu'il y a toujours aussi des crimes de guerre qui sont des viols et que souvent on les considère pas réellement comme des crimes de guerre. Donc aussi du respect et puis enfin je dirais que tout cela renvoie aussi à la nécessité pour les féministes de repenser les catégories de paix et de guerre. Un petit mot quand même pour ces soldats russes masculins, hommes, qui ne savaient même pas où ils allaient débarquer. On dit environ, disons, 10 000 soldats, mais ce n'est rien par rapport évidemment à l'agression, mais qui sont aujourd'hui l'objet, d'une affliction horrible, pour leur mère, puisque celles-ci parviennent difficilement à manifester en Russie, mais une douleur qui ne passera pas. De toute façon, je crois qu'il ne faut pas confondre par ailleurs le peuple russe avec bien évidemment la souveraineté politique
telle qu'elle s'exerce aujourd'hui en Russie. Et puis, je rappellerai aussi à ce titre qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris la parole aujourd'hui en Russie contre la guerre, Beaucoup, ouais. des journalistes de télévision, mais aussi il y a eu un très beau manifeste dès le début de la guerre de la part justement des collectifs de féministes russes affirmant justement leur désapprobation totale de cette guerre. Donc oui, je crois que les mères, les filles, les femmes doivent être plus écoutées, devraient être plus écoutées dans les conflits en règle générale. Ce que vous avez appelé donc le féminisme des mouvements, comment voyez-vous qu'il se dessinera pour vous dans les années à venir? Qu'il persévérera dans ce qu'il a déjà entamé au début des années 2000, que ce soit... C'est vrai que dans votre livre, là, on apprend beaucoup de choses sur le Sud, sur les pays du Sud, notamment sur l'Amérique latine, mais c'est vrai que la jonction, si vous voulez, entre les femmes polonaises qui manifestent pour la libération, pour l'avortement libre, ne rejoint pas forcément comme ça automatiquement des femmes qui, elles, luttent contre des féminicides terribles, en Argentine ou ailleurs. Mais néanmoins, vous diriez que ces mouvements peuvent s'articuler, peuvent essayer de justement déboucher sur une conscience, non pas d'universalisme, mais d'universalité. Oui, parce que il y a malgré tout un peuple des femmes qui a toujours été empêché à travers l'histoire, et aussi bien en Europe qu'en Asie, en Afrique ou en Amérique. Et ce peuple empêché, en même temps, il veut faire peuple. Alors il le fait de différentes manières, selon les différents pays et les formes d'oppression. Mais il n'en reste pas moins que se jouent aujourd'hui des formes, je dirais, transnationales du féminisme, comme par exemple les grèves. Les grèves, justement, il y en a à la fois en Pologne et en Argentine. Et il y a des communications entre les féministes polonaises et argentines. Les grèves, les marches, les assemblées, ce sont des lieux et ce sont des manifestations de ce peuple des femmes transnationales. On peut rajouter donc les chants aussi, les chants des Bédouines. Oui, les chants des Bédouines, c'est assez particulier. Parce que les chants des Bédouines se jouent au départ dans ce qu'on pourrait appeler des perspectives de loyauté des femmes à l'égard des hommes. C'est-à-dire qu'en même temps, la vie ordinaire est bien conçue selon des rapports hommes-femmes très cadrés. Et puis, il y a ces moments où justement les femmes chantent entre elles et où là, elles peuvent dire tout ce qu'elles ont à reprocher aux hommes et toutes les dominations qui leur sont justement insupportables. Mais en même temps, le contrat de cette société, c'est que tout cela reste justement secret. Vous évoquez de loin le phénomène religieux, que ce soit pour le judaïsme, mais en tout cas l'islam. Dans la synagogue, en tout cas dans les synagogues traditionnelles, les femmes sont séparées des hommes, et dans les mosquées, idem. Point cela dans les églises ou dans les temples. Mais c'est quelque chose qui vous interroge, cela? En fait, on a assez peu travaillé sur cette question des religions, sinon le fait que dans les voix que nous avons interrogées et qui sont présentes dans le livre, il y a justement tous les propos d'Aïcha Barkaoui sur la religion musulmane et sur la question vraiment de comment on peut penser une émancipation des femmes dans le cadre religieux. Je crois que de toute façon là-dessus, on ne peut pas faire de réponse générale. C'est-à-dire que précisément, il faut aller voir de manière très proche les textes, donc les textes religieux, les écritures dans les différentes traditions. Il faut aller voir de
très très près les pratiques, les formes de courants émancipatoires selon les différentes religions, selon les différentes régions du monde. Donc c'est très difficile de répondre de manière générale. Ce que je dirais, c'est que la religion, c'est aussi une institution, et que donc, comme toute institution, eh bien, ça développe bien évidemment des formes de patriarcat et des formes d'exclusion des femmes, bien évidemment, mais parce que le patriarcat est un système qui concerne toutes les institutions.